un tour d'horizon des usages de la tomographie au sein de l'INRAP. Merci. Merci. Donc, merci de m'avoir invité pour vous parler de ce sujet. Il va recouper un certain nombre d'autres. J'évoquerai rapidement la photogrammétrie ou d'autres usages des restitutions 3D, notamment vers des applications de type réalité virtuelle ou mixte et impression 3D. Donc, un préalable à l'imagerie rayon X, c'est une pratique ancienne et courante en archéologie. Récemment, elle est en train d'évoluer, notamment à partir d'évolutions technologiques. Donc, on a tous un peu l'image de l'appareil radio qu'on va trouver chez le radiologue quand on a un petit souci de santé. C'est à peu près les mêmes outils que l'on utilise, mais de plus en plus, ces outils deviennent numériques. Hein. On n'a plus de radio papier tel qu'on l'avait il y a quelques années. C'est surtout que ces appareils de radiologie, et même les scanners, commencent à pouvoir venir vers le mobilier, ce qui n'était pas tout à fait le cas jusqu'à présent, où on était obligé de prendre le mobilier archéologique et l'emmener, notamment en contexte hospitalier ou autre. Maintenant, on a des technologies qui nous permettent d'aller presque faire des acquisitions directement sur le terrain. En radiologie, on a le capteur plan, hein, c'est l'image que vous avez en bas à gauche, pardon, qui permettent de faire de la radio jusqu'à un format A3 directement sur le terrain, puisqu'on peut amener une source RX sur le terrain. Et puis on a des usages qui ont été expérimentés assez récemment à l'INRAP, comme le scanner portable des douanes qui a permis de scanner récemment des sarcophages en pierre entiers, ou alors le tomodensitométre embarqué de l'IFIP, qui permet là aussi d'amener l'appareillage à proximité des terrains. Alors avec le développement de ces technologies, de cet appareillage, il y a aussi, et c'est le sujet de ces journées, les pratiques innovantes que l'on va pouvoir générer à partir des fichiers 3D que l'on va obtenir par l'acquisition en rayon X. Alors jusqu'à présent, pour l'archéologie ou le domaine patrimonial, ces techniques d'acquisition, notamment en ce qui concerne tomographie ou tomodensitométrie, étaient dévolues à des objets exceptionnels, généralement en contexte muséal. Là, vous avez le musée du Quai Branly, hein, qui a été assez précurseur en France avec des acquisitions massives d'objets et pour le coup avec de très belles résolutions et qui nous permettent de visualiser des choses qui sont invisibles et que l'on ne pouvait pas appréhender manuellement puisque on ne pouvait pas dégrader ces objets en contexte muséal. Alors, à partir des années 2000, on a eu une multiplication de publications qui étaient des sortes de preuves de concept. Hein, c'est-à-dire qu'on a utilisé l'imagerie pour aider à des problématiques d'études technologiques de mobilier, céramique, en métal, en bois. On a fait des études sur des prélèvements en bloc, sur des incinérations, des prélèvements de sol, mais toujours à des échelles un peu au cas par cas et de manière assez exceptionnelle, pas en grande série. Et en parallèle, justement, avec le développement des technologies numériques, on a des éléments tels que, ici vous avez des exemples d'impression 3D de dépôts métalliques de l'âge du bronze en Allemagne, où en plus de faire ces acquisitions en imagerie, on a restitué ces objets sous forme ici d'impression 3D, mais toujours avec plutôt une problématique muséale de présentation, de valorisation de la recherche, et pas forcément en tant qu'objet de recherche. À partir des années 2010, oui, ça fait à peu près maintenant une douzaine d'années, l'INRAP a initié des campagnes un peu plus systématiques d'imagerie sur des objets. Et aujourd'hui, donc après une dizaine d'années, on commence à avoir un process un peu mature et on commence à avoir un petit peu de recul sur l'usage
ces technologies. Donc, la tomographie à l'INRAP, alors, je vous ai mis en vert, entre guillemets, les éléments qui, entre guillemets, ne posent pas tellement de problèmes, et puis en rouge, ce qui commence à poindre dans nos usages. Alors, au niveau de l'écosystème, on utilise essentiellement de la prestation auprès d'entreprises, notamment en contrôle non destructif. De temps en temps, le contexte d'hôpitaux, avec une problématique qui est que les appareils sont bridés pour travailler sur de l'humain, une accessibilité qui peut être compliquée. Et on utilise aussi beaucoup les labos vétérinaires qui ont des machines équivalentes, mais qui, pour le coup, n'ont pas de bridage machine. Donc, on peut faire des temps d'acquisition, des puissances relativement importantes qu'on ne pourrait pas faire en contexte hospitalier. Donc, les budgets passent sur les budgets analyse ou sont de temps en temps pris en charge par les services régionaux d'archéologie. Alors après, on a un problème aujourd'hui d'un accès très inégal d'une région à l'autre en fonction de la disponibilité de prestataires en local et également un développement en interne au sein de l'Institut de compétences qui sont très inégalement réparties sur le territoire. Donc en pratique, de plus en plus, en fait, on fait juste les acquisitions, hein, le post-traitement ayant un coût relativement important, on commence à le traiter en interne. En termes de volumétrie, concernant la radio, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé depuis plus anciennement avec des accès machines qui sont relativement faciles. Donc, on fait plusieurs milliers de radios par an et on va dire quelques centaines de tomographies depuis 2 ans. Donc, on tourne entre 100 et 200 tomos par an. Donc, ce qui nécessite une formation de l'usager, hein, de l'archéologue qui va faire sa demande, et il a besoin d'être formé pour ça, et également d'être formé aux usages et aux logiciels de post-traitement. Ce qui pose également problème dans la pratique hein, par rapport à l'écosystème, c'est que on est tributaire de l'imageur en plus de la machine, et il faut aussi que l'imageur se mette en regard de nos questionnements pour optimiser l'acquisition. Donc les obstacles actuels sont la problématique de gérer les grosses séries. Hein. Si on parle d'incinération issue de nécropoles, ça peut être plusieurs dizaines d'incinérations. Donc ça pose des problèmes d'accès machine, de temps d'acquisition, une problématique de manipulation des données, puis un accès matériel. Et au vu de la volumétrie, ce qui commence vraiment à poser problème, c'est la gestion et la sauvegarde du flux de données généré. Donc le process au niveau de nos opérations, hein, il est de manière assez classique. On a du matériel archéologique qui est identifié sur le terrain, on a un prélèvement en bloc de ces objets, on a une numérisation via différentes techniques, on obtient des données numériques que l'on va traiter. Alors très rapidement, hein, pour vous montrer quelques exemples applicatifs, donc là vous avez donc un intérêt pour l'étude des incinérations. Hein. Tout de suite, on imagine l'anthropologue avant même de fouiller, il a accès à l'information, il peut mettre en place une stratégie de fouille spécifique par rapport aux données qu'il a présentées. Et puis, comme pour l'exemple que vous avez colorisé en bas au milieu, on peut identifier des choses qui, jusqu'à présent, étaient difficiles, en tout cas, à rendre visibles. C'est la présence de contenants périssables. Donc là, en l'occurrence, vous voyez bien que vous avez un dépôt au fond du vase, une zone de vide, un autre dépôt qui, en plus, lui, apparaît conquis. Une autre problématique particulièrement intéressante, c'est pour tous les objets métalliques, hein, qu'ils soient en alliage cuivreux et en fer. Là aussi, un prélèvement en bloc sur le terrain, on garde l'information, on fait de l'imagerie qui nous révèle un certain nombre d'éléments qui sont spatialisés. Lorsqu'on a affaire comme
sur l'exemple de dépôt d'outils métalliques en fer, où on a des objets qui sont très corrodés, ben, on a accès au mobilier avant même qu'ils soient passés en restauration-conservation, et donc on peut mettre en œuvre des études beaucoup plus rapidement. Une application là aussi sur des dépôts beaucoup plus complexes. Là, vous avez un exemple d'un dépôt métallique antique mis au jour en Normandie. Or là, on a plusieurs centaines de pièces. Donc, on a une acquisition, on a une spatialisation des objets. Et pour le cadre du rapport, on aurait une difficulté si ça doit passer par les mesures conservatoires pour récupérer tous les mobiliers. Et là, par segmentation manuelle, on peut complètement démonter le dépôt et avoir les pièces en 3D individuellement les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est les prélèvements en bloc sur du mobilier métallique. Les incinérations sont des éléments qui sont de plus en plus pratiqués. Alors après, ponctuellement, on va avoir des problématiques qui sont là, on va dire, spécifiques à des contextes. Vous avez là, par exemple, l'exemple d'un creuset qui était entier dans lequel on ne le voit pas très bien, mais sur la vue en haut, vous avez une toute petite, un tout petit point blanc qui apparaît dans la paroi. C'est un élément métallique qui était conservé dans la paroi en argile. Ou comme sur le saut de Trémuson, donc qui a été découvert dans un contexte de puits avec du sédiment à l'intérieur. Et en l'occurrence, l'imagerie révèle un certain nombre d'éléments, notamment des techniques de fabrication du seau. On peut visualiser la migration des oxydes dans le bois et dans le sédiment interne, mais on va mettre aussi en évidence et spatialiser des carporestes qui sont contenus dans le récit. Donc, on a un certain nombre d'acquisitions. Alors, le but et l'intérêt de la technologie, c'est de rendre visibles des objets qui ne le sont pas tout à fait au moment où on les a en laboratoire, en tout cas avant la fouille manuelle. On a des exemples aussi de rendre tangibles des objets qui ont disparu. En l'occurrence, là, vous avez l'exemple en bas à gauche d'une incinération. Ce qu'il y a apparaît en noir, ce sont des corps vertébraux qui ont quasiment disparu et qui ne sont plus tangibles au sein de la masse osseuse, mais qui ont été remplacés au fil du temps par un sédiment différent de l'encaissant. Donc, on a le négatif de l'objet. Et à partir de ce négatif, on peut obtenir un modèle 3D et l'imprimer. Chose qu'on peut également faire sur des amas en bloc complets. Alors là, vous avez l'exemple d'une incinération ou alors l'exemple du dépôt métallique de Plumogat où là aussi, à partir des modèles 3D, on peut obtenir une copie des objets. Alors un petit bémol et même un gros bémol, c'est-à-dire que en l'occurrence, ce ne sont pas des clones à l'identique de nos objets, d'autant plus que lorsqu'on travaille sur un amas en bloc ou sur des concentrations, et en l'occurrence lorsqu'il y a oxydation, les états de surface ne sont pas conservés. Et lorsqu'on fait de la segmentation manuelle, pour le coup, on ne récupère pas les états de surface tels qu'ils étaient au moment du dépôt. Donc le numérique est particulièrement intéressant parce que on va avoir une immédiateté de l'information à partir du moment où on a fait le prélèvement en bloc, on l'amène dans la machine. En quelques minutes, on visualise ce qu'il y a à l'intérieur. Si on fait de la segmentation comme ici sur la fibule qui était contenue dans l'incinération, on peut avoir le modèle 3D de la fibule, on peut l'imprimer tout de suite, c'est-à-dire qu'on a accès, alors là pour le coup, à une sorte de copie de l'objet en quelques minutes avant même qu'on ait fouillé cette incinération. Alors que si on la fouille, qu'on prélève l'objet, il est dans sa gangue de corrosion, on va obtenir l'objet réel que 7 à 8 mois après, en l'occurrence pour ce type de fibule. Néanmoins, l'intervention manuelle du restaurateur-conservateur va faire apparaître l'état de surface
le plus optimal possible. Et là, en l'occurrence, sur cette fibule, une partie de la fibule est décorée. Et ça, sur le numérique, on ne l'aurait jamais obtenu, déjà pour une question de résolution spatiale, mais en plus, avec la segmentation, ça n'aura pas été possible. Donc, on utilise un certain nombre de technologies, hein, tomographie ou tomodensitométrie. Là, ce qui est particulièrement important, c'est garder la problématique de l'archéologue. Alors, l'archéologue, il va demander la meilleure résolution spatiale possible. Donc, on aurait tendance à dire, pour le coup, on va utiliser la tomographie ou la microtomographie. Mais après, pour des questions de taille ou de géométrie de l'objet, au final, avoir une bonne résolution va nous faire baisser en contraste, donc avoir une difficulté de visualiser les objets. Et là, vous avez l'exemple sur un dépôt métallique d'objets en bronze. Donc, en haut, vous avez une vue avec un microtomographe sur lequel on a pu faire des acquisitions à forte puissance et sur du temps long. On a une bonne résolution spatiale, mais les objets, on les visualise pas bien. Alors qu'en tomodensitométrie, on visualise mieux la disposition des objets, mais avec les artefacts de ces objets en bronze, avec une résolution spatiale sur les bracelets métalliques movibles. Alors, l'intérêt justement de jongler avec ces appareillages, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des prélèvements dont certains peuvent être de grandes dimensions. Là, vous avez l'exemple de vaisselle en bronze antique à Harfleur. Donc, on est sur des prélèvements qui font 50 cm de long, 40 cm de côté sur 30 de haut. Nos collègues canadiens l'ont expérimenté aussi sur une cache d'une Première Nation. Donc là, avec un objet qui fait 1 mètre de long, qui est rempli d'arêtes de poissons, enfin en l'occurrence de poissons à l'origine, et on arrive à avoir une visualisation, une disposition des objets qui est somme toute satisfaisante par rapport à nos problématiques. Alors néanmoins, il faut avoir en mémoire que lorsqu'on fait ces acquisitions, en fait, on est tributaire de la machine, mais aussi des paramètres système, des constantes que l'on met à l'acquisition. Là, vous avez des exemples de ce dépôt métallique de Panly. Alors, là, au milieu, la vue en haut et la vue en bas, en fait, c'est le même objet qui est scanné, mais avec des paramètres d'acquisition différents, et on voit tout de suite qu'on a une visualisation qui est somme toute différente. Et c'est également la même chose lorsque l'on va choisir les rendus de texture en fonction des paramètres d'acquisition. On va faire en fonction de si on accentue les hautes ou les basses densités, on va faire apparaître ou disparaître des objets de l'amas. Donc ça, c'est des choses que l'archéologue, au moment de son étude, doit avoir connaissance. Juste un petit focus sur ces dépôts métalliques ou sur ces incinérations. Ce qui nous intéresse là, pour le coup, en tant qu'archéologue, c'est de pouvoir avoir l'organisation spatiale de tous ces objets et de pouvoir travailler sur la gestuelle de déposition. Alors là, vous avez des exemples de dépôts métalliques, là, des exemples sur des incinérations. Et cela va nous permettre de faire des constatations qui sont vraiment pointues, pertinentes. Et là, l'imagerie, notamment en série, va nous permettre de comparer des incinérations les unes par rapport aux autres, ou des dépôts métalliques les uns par rapport aux autres, et mettre en évidence des récurrences ou non dans la gestuelle, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, puisque vous imaginez bien que lorsqu'on fouille une incinération, donc généralement c'est une passe verticale ou horizontale au niveau de l'objet. Même si on fait des relevés, des photographies, il est toujours très difficile de restituer en 3 dimensions l'organisation des différents objets. Alors, une petite transition, je vais vous montrer deux exemples. L'imagerie, là, en l'occurrence, c'est l'acquisition de la donnée. On obtient des modèles 3D
mais à travers différentes collaborations, en particulier avec l'UMR ELISA et l'équipe hybride, on a travaillé sur des problématiques d'interaction et de manipulation de ces modèles 3D. Donc, on complète, entre guillemets, le process qui était terrain, acquisition de données 3D. Là, on essaye d'aller un petit peu plus loin, notamment à des buts de réflexion sur des problématiques spécifiques. La première, c'est sur les incinérations. À partir du moment où on a justement des modèles relativement fins, numériquement, on peut, à partir de traitements 3D, obtenir une combinaison de modèles et de manipuler virtuellement fouiller virtuellement ces incinérations. Ou comme sur le deuxième exemple, avec un casque de réalité augmentée, en l'occurrence là c'est un HoloLens, donc là il est appliqué sur une copie en impression 3D de l'incinération, pas l'incinération réelle, mais on va pouvoir en temps réel visualiser ce qu'il y a à l'intérieur et on peut imaginer sur une incinération ou sur des éléments métalliques oxydés qu'on peut avoir une aide pour l'archéologue puisqu'il sait à l'avance ce qu'il a et en plus il peut le spatialiser. Un autre exemple avec la tombe à char de Wark. Donc là, c'est une tombe à char qui a été fouillée dans les Ardennes avec des éléments de complexité au niveau de la fouille. Hein. Elle a été fouillée avec un plancher qui a été déposé et qui a fait que la fouille s'est faite suspendue. Donc on avait spatialement pas la facilité d'accéder à l'information complète. Néanmoins, une acquisition en photogrammétrie des différents éléments de cette tombe ont permis d'avoir une restitution réaliste des éléments. Et ensuite, en y ajoutant, là en l'occurrence, les informations issues des modèles 3D de la tomographie, on se retrouve avec une copie virtuelle de cette tombe et qui, là aussi, va en quelque sorte être une sorte de carnet de fouilles puisqu'elle va permettre d'agglomérer un certain nombre d'informations. Alors, pour conclure, alors je vais passer très rapidement sur les intérêts archéologiques. Hein. Je pense que on n'a pas besoin de lister la totalité. Hein. Pour l'archéologue, l'imagerie RX est vraiment très importante. Elle est non destructive. Ça permet de visualiser des éléments non visibles, de les manipuler. On a une sauvegarde permanente de l'artefact même après intervention, etc. Je m'appesantirai un peu plus sur les éléments que j'ai listés en rouge, hein, qui sont un peu les freins actuels. Hein. Donc le réseau à l'échelle français et pour l'instant, en tout cas le réseau acquisition de la donnée est un réseau qu'il faudrait constituer. Il y a un gros besoin de formation de l'usager, hein, de l'archéologue qui va vouloir travailler avec ce type d'image. Alors déjà, pour voir par rapport à ces problématiques, quel pourrait être l'intérêt ou quelle technique il doit utiliser. Il y a les problèmes de manipulation des données, surtout si le prestataire ne s'occupe pas du post-traitement. Donc là aussi, un gros travail sur la prise en main de ces logiciels. Et puis après, on a des questions qui sont prégnantes, hein, qu'on a vues durant les diverses présentations, qui est la gestion et la sauvegarde du flux de données généré. On a des acquisitions Tomo qui, pour la plus grosse actuellement, atteignent le Tera. Autrement, on est à plusieurs centaines de gigas. Alors, on a des problèmes en temps réel pour l'instant à stocker ces données, mais je ne parle même pas de les sauvegarder. On a un problème de mise à disposition des données, puisque pour l'instant, ces données, elles sont généralement dans les ordinateurs des archéologues qui ont sollicité ce type d'acquisition. Et puis après, là aussi, il y a toute la question développer les usages et interactions. Et alors, je finirai alors très rapidement par rapport à ce que nous a montré Mathieu ce matin. J'ai bien aimé son listing état des lieux en photogrammétrie. Alors là, j'ai essayé de reprendre
quasiment les mêmes points que toi. Alors la photogrammétrie est en usage depuis plus longtemps, elle s'est démocratisée beaucoup plus facilement du fait de la facilité entre guillemets d'accéder à ces éléments. Pour la tomographie, en fait, on a exactement les mêmes problèmes. Et moi, j'appuierais vraiment surtout sur les prescriptions, hein, en l'occurrence, puisque cette technologie commençant à se démocratiser, les prescripteurs commencent à la demander. Et en l'occurrence, on demande de faire de la tomographie. Alors quand c'est dans la prescription, c'est effectué. Mais généralement, au final, on se retrouve avec une vue 2D d'une coupe qui va servir de preuve à un texte qui n'existe même souvent pas dans le rapport. Et ça pose un certain nombre de problèmes, comme pour tout ce qui est archivage des données, puisque à l'heure actuelle, en fait, ces données ne sont pas restituées aux services régionaux de l'archéologie, puisqu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc, je vous remercie pour votre attention et je reste avec J'ai fait du micro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Du temps pour poser des questions. Je vais mettre devant, peut-être que les gens en disant entendront mieux. Moi, j'avais une question qui est revenue dans plusieurs présentations depuis ce matin. C'est sur quand il y a une demande de numérisation, il n'y a pas vraiment de critères. Le critère, c'est faites la résolution la plus haute possible. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de contrer ça? Parce que ce n'est pas forcément nécessaire de faire les numérisations à la résolution qui sont demandées. Là, c'est une problématique qui est spécifique à l'archéologie préventive, qui est qu'à partir du moment où il y a une prescription avec un cahier des charges, on doit le respecter. Et j'avais une autre question, celle-là c'est plus pour la culture générale sur l'archéologie préventive. Quand il y a la tomographie sur site n'est pas possible, il y a forcément besoin de prélever. Oui. Donc, ça amène à trois questions. C'est quand est-ce qu'on a le droit de prélever? Que devient le prélèvement une fois qu'on a fait la tomographie? Et après, la troisième question qui a déjà été évoquée plusieurs fois, c'est que deviennent les données numérisées? Oui, alors c'est là, pour le coup, c'est le responsable d'opération qui va décider sur le terrain, généralement en association, dans la décision avec ses spécialistes, de est-ce que je fouille la plate, est-ce que je prélève. Si on prend généralement le cas des incinérations, dans les zones où ils savent qu'ils ont un accès machine, ils vont prélever toutes les incinérations bien conservées. Généralement, l'imagerie est faite avant la fouille, donc ils ont les données numériques qui visualisent ce qu'il y a dans l'incinération avant de fouiller. Cette tomographie, dans les cas idéaux, va servir de support à la fouille, ou alors essayer de mettre en exergue des éléments qui vont être difficiles à caractériser au moment d'être fouillés. Et le dernier point, c'est un gros point d'interrogation, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est stocké dans des disques durs. Les différentes personnes qui ont commandité ces acquisitions. Parfois chez les prestataires, quand ils acceptent de les garder, mais là aussi, ils ne les gardent pas indéfiniment. Bon, c'est assez intéressant par rapport à la communication qu'on a juste justement sur les trucs. Une fois que l'objet a été décidé, finalement, la tomographie, c'est la seule en position avant la fouille. Oui. Au final, on est vraiment dans le cas d'un objet qui est décidé, et la tomographie est la dernière chose qui n'est pas enregistrée. Donc, est-ce que la direction scientifique de l'INRAP se pose des questions sur la façon de sauvegarder de façon pérenne ces données qui sont réellement le dernier enregistrement possible de la position réelle des objets? Oui, c'est une interrogation qui se fait pour tout, hein, pour la photogrammétrie également. Pour la tomographie, c'est entre guillemets un petit peu plus facile à l'heure actuelle puisqu'on n'a pas encore des échelles comme pour la photogrammétrie. On a en ce moment des questionnements au sein de l'Institut par rapport à la science ouverte. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place
notamment pour l'accès à ces données. Et qui dit accès à ces données dit sauvegarde de ces données. Mais donc c'est un cheminement qui est en cours. Il y a une question derrière le fond. N'hésitez pas à répéter la question au moment d'être posée pour ceux qui en post-traitement, je pense à une donnée qui m'avait évalué il y a une quarantaine d'années, qui était la dernière donnée qui m'avait évalué. Et en fin de compte, l'ayant évalué, on a déplié les textiles, et à l'intérieur, il y avait une voile. Et c'est la voile la plus ancienne qu'on possède. Mais juste avec la tomographie sans peur déplier, on n'aurait jamais trouvé la voile. Donc, j'avais pris la note, des essais, ce qu'on fait dans la presse, avec le fait qu'en post-traitement, on peut, avec des algorithmes, arriver à déplier ces choses-là. Et là, dans ce cas-là, ça aurait été fondamental, puisqu'on pouvait montrer qu'on pouvait fouiller une momie en tomographie sans l'ouvrir. Alors que dans le cas, si on ne peut pas déplier, on peut pas. Oui, de toute façon, l'accès, entre guillemets, à l'objet est quasiment indispensable par rapport à certaines problématiques. Ce qui est particulièrement intéressant, et ça renvoie un peu à la question de Mathieu tout à l'heure, c'est que on commence à avoir, en tout cas on a eu quelques cas là, où on a fait des acquisitions en tomodensitométrie, et on a dit, c'est très complexe, on comprend des choses, mais au final on ne va pas fouiller, parce que c'est très complexe et que l'imagerie nous donne déjà suffisamment d'informations. Par contre, on sait que, vu la complexité, on va être confronté à des problématiques à la fouille. Et donc là, en l'occurrence, le prélèvement en bloc est en quelque sorte gelé, et en espérant que peut-être dans les décennies à venir, on aura des technologies qui vont évoluer, qui permettront peut-être de prendre en charge ce prélèvement en bloc. Mais encore merci.